peut-être qu'il voulait être dans l'équipe gagnante pour une fois. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Tour de Commandement, l'émission dans laquelle on adore parler du commandeur. Ici Thibaut, vous connaissez mieux sous le pseudo Euronime, et encore une fois, nouvelle citation de carte Magic. Alors là j'ai été très facile, j'espère que vous ferez un petit effort, parce que la carte en question est dans cette vidéo, voilà. Donc je répète, peut-être que cette fois-ci, il voulait être dans l'équipe gagnante pour une fois. Voilà. Donc, oui, c'est une traduction, donc voilà, vous ferez attention, voilà, vous essayerez de travailler votre anglais là-dessus, voilà, mais en tout cas, c'est une carte, j'ai adoré le flavor text, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que c'est pas mal ça, et plutôt que de l'utiliser pour une prochaine fois, je me suis dit, allez, hop, on va en faire un facile, voilà, cette fois-ci, ça sera dans la vidéo en question, donc du coup, bah, je vous laisse chercher, être attentif à ces cartes qui vont venir. Alors aujourd'hui, on est réunis pourquoi ? Eh ben, on est là pour parler un petit peu de notre suite des tops des différentes couleurs. Et malheureusement, aujourd'hui, on parle du rouge. Alors pourquoi malheureusement ? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup cherché. Je me suis creusé la tête pas mal, j'ai vérifié mes decks, etc. Et au niveau des grosses cartes du rouge, eh ben, je suis resté un petit peu bloqué. Voilà, on va être assez honnête. Le rouge, ça a beau être une couleur qui fonctionne plutôt bien dans les decks qu'on construit, on va dire, avec 4 exemplaires de chaque carte, et aussi à 20 points de vie, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que, dans le commandeur, les cartes rouges, il y en a très peu qui ont un réel impact, un gros impact. Et du coup, bah voilà, je vous ai sélectionné, moi, mes préférés, mon top. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vous rappelle déjà que, bah écoutez, voilà, la chaîne, elle tourne, c'est bien, mais quelques clics suffisent à faire en sorte que ça tourne encore mieux avec des petits likes, des commentaires pour parler un petit peu de votre top personnel, pourquoi pas, ou discuter autour des cartes que vous trouvez qu'elles n'ont pas leur place, ou alors qu'elles sont très bien là où elles sont. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, là c'est vraiment le top du top, vous la partagez, vos amis la voient sur les réseaux sociaux et tout, ils commencent à la commenter aussi, alors bon c'est le bazar, tout le monde la voit, c'est génial. Et sinon, eh ben, tout simplement vous abonner à la chaîne pour suivre un petit peu ce qu'on fait ici, voilà donc la prochaine vidéo ne sera pas le top du verre, hein, je vous avais dit, on fera pas systématiquement toutes les semaines d'affilée le top, donc voilà, là c'est le rouge cette semaine, la semaine prochaine ce sera autre chose. Voilà. Alors je vous avoue cette semaine que je vais vous demander un petit quelque chose, voilà. Parce que je vous avais parlé il y a déjà quelques temps du projet de faire des vidéos de gameplay de Commander. C'est un projet qui est toujours en cours, voilà, il faut juste que j'ai du temps pour le mettre en place, que j'arrive à trouver les personnes, voilà, qu'on puisse discuter un petit peu autour pour mettre en place, voilà, qu'est-ce qu'on va jouer, comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va organiser tout ça, et qui plus est aussi de prévoir un petit peu tout simplement comment est-ce qu'on va monter les vidéos derrière, parce que là ça va être un boulot énorme. Et ces vidéos gameplay Commander, eh ben j'ai un problème que vous pouvez résoudre, auquel vous pouvez m'assister, c'est tout simplement comment qu'on va l'appeler. Parce qu'actuellement je ne sais pas comment appeler cette émission. Je vous avoue que j'ai eu quelques idées, voilà, comme ça, mais j'aimerais bien avoir votre avis, parce qu'après tout la chaîne, c'est aussi grâce à vous qu'elle est là, parce que vous suivez, je vois vous regardez les vidéos quasiment instantanément dès qu'elles sont sorties, vous êtes des gros fous, voilà, mais vraiment, c'est grâce à vous qu'on en est là, que la chaîne elle fonctionne bien, que du coup ce projet il se met en marche aussi, et du coup j'aimerais savoir quel est le nom auquel vous pensez pour cette émission du coup de gameplay Commander en multijoueur. Et du coup là, alors je vais pas vous demander de le mettre en commentaire, parce que du coup ça va être un peu le fouillis. Pour essayer de regrouper un petit peu tout ça, je vais balancer sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, donc que ça soit ceux de la Tour de Commandement, mais aussi les miens. Donc voilà, si vous me suivez aussi dessus, vous les verrez passer. Et aussi là dans la description de la vidéo, vous allez avoir en fait un petit vote possible pour voilà. Je vais y arriver. Un petit vote en fait pour donner votre nom de gameplay Commander, et éventuellement aussi pourquoi pas voter pour ceux des autres. Donc voilà, je vous laisse quelques semaines pour en parler, voilà, pour voter pour tout ça, parce que de toute façon on doit encore organiser tout ça, tourner la vidéo, et en plus la monter derrière, donc il y a encore moyen, il y a encore du temps pour que tout ça se fasse. Donc du coup voilà, je vous laisse quelques semaines pour trouver un nom, si vous en avez un, pour la nouvelle émission. Et sinon, je vous rappelle un petit peu la règle selon laquelle on fonctionne, tout simplement la Quadrant Theory, la théorie du cadran, ou plutôt du 4 quarts, comme j'aime l'appeler, qui a été en gros mise en place par Limited Resources, un podcast américain si vous connaissez. Et en gros, ça dit qu'une carte, pour qu'elle soit vraiment excellente dans un format, peu importe lequel, il faut que dans ce format, en fait, elle puisse être utilisée à plusieurs moments. C'est les moments où vous êtes en train de construire votre board, voilà, que vous êtes en train de construire un petit peu votre plan de jeu.
les moments où vous êtes en train de gagner, certes, oui, ça arrive, les moments où vous êtes en train de perdre, qui sont quand même assez récurrents en commandant multijoueur, parce qu'après tout, il y a quand même 3 autres joueurs qui veulent gagner aussi, et les moments où vous êtes en train de faire un ex-aequo, où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, parce que, évidemment, étant donné qu'on est en multijoueur, ça arrive que le statu quo, il soit présent, parce que si on s'occupe de... Enfin, si on attaque quelqu'un, par exemple, les autres derrière vont nous le faire payer. Voilà. Donc, du coup, ces situations-là sont des situations qu'on retrouve très souvent en Commander, qui sont tout à fait valables, et du coup, les meilleures cartes sont celles qui s'intègrent dans ces 4 moments-là de la partie, même si, je vais quand même le préciser, c'est un petit peu un retour sur les 3 précédents épisodes, même si c'est très rare en fait d'avoir une carte qui correspond qui correspond à la fois au moment où vous allez être en train de construire votre board et les moments où vous êtes en train de gagner ou de perdre. Voilà, parce que évidemment on n'attend pas vraiment la même chose des cartes à ces moments-là, mais c'est vrai que les cartes qui sont efficaces dans tous ces moments-là, ce sont vraiment le top du top. Là, il y en a peut-être un peu moins qui correspondent à ces catégories-là. Alors du coup on va commencer un petit peu avec de la gestion. Alors la gestion, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement ça va être pour moi par exemple réussir à gérer une bonne partie du board ou un élément emmerdant, ou pourquoi pas une partie, l'intégralité du board en entier. Du coup là pour vous j'ai 3 cartes pour moi qui sont vraiment dans le top du top de ces cartes là. On a la distorsion chaotique, l'acte blasphématoire et le Balefire Dragon, le dragon du bûcher, voilà si je ne me trompe pas en français. Alors vous allez me dire, oula, il y en a une carte qui me choque un petit peu. Oui, bon, on en reparlera le moment venu. Alors distorsion chaotique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éphémère qui coûte 3 dont un rouge, et en fait qui va faire que le propriétaire du permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte dessus de sa bibliothèque. C'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Alors ça c'est une carte un petit peu hasardeuse, parce que le rouge aime bien le chaos. Et là du coup le fait d'avoir ce petit moment où vous ne savez pas ce qui va arriver, c'est quand même assez intéressant parce que généralement, quand même, si vous utilisez la distorsion chaotique, vous pouvez l'utiliser sur un petit permanent, par exemple, qui peut être très chiant mais qui coûte pas cher, et du coup l'utiliser pour remplacer par autre chose qui va peut-être être un peu plus gros, mais qui sera un peu moins synergique dans le plan de jeu de l'adversaire. Vous pouvez l'utiliser aussi sur vos propres permanents, si jamais vous avez des trucs qui vraiment peuvent faire un petit peu des choses loufoques. Et surtout, en fait, ce que j'aime bien, c'est son coup de mana, parce que à 3, en fait, ça s'intègre très bien dans le fait qu'il se lance en éphémère. C'est pas un gros sort, en fait. C'est un sort qui est très efficace, voilà, qui gère, en plus, la plupart des permanents qui sont très chiants. Voilà, sachant qu'il gère quand même aussi les terrains, derrière. Il gère tous les permanents qui sont indestructibles. Bon, il gère pas la défense hispanique, parce que c'est ciblé, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc, du coup, il passe au-dessus de pas mal de choses, pas mal de capacités, et il n'a aucune restriction au niveau du type de permanent. Donc là, c'est quand même vraiment très cool. Mais malheureusement, voilà, il y a le contre-coup que, ah bah oui, mince, il peut y avoir un autre permanent encore plus chiant qui arrive sur le champ de bataille. C'est très rare, mais il y a une chance que ça arrive. Mais du coup, le coup de mana, l'efficacité du sort en lui-même, ça nous donne envie de prendre ce risque, et ça s'intègre très bien, en fait, dans n'importe quel moment de la partie. C'est vraiment le top. L'acte blasphématoire, je pense que beaucoup le connaissent, parce que bon, c'est quand même un rituel très connu, il coûte 9, dont un rouge. Alors bon, c'est très cher, mais en fait, le sort est réduit de 1, uniquement les manas génériques, bien sûr, pour chaque créature qui est sur le champ de bataille. Et l'acte blasphématoire, en fait, va infliger 13 blessures à chaque créature. Bon, alors il y a un petit côté assez symbolique, puisque voilà, 13 blessures, bon. Du coup, ce sort-là, en fait, il est très intéressant, surtout en multijoueur, hein, parce que bon, il faut avouer que avec 4 joueurs autour de la table, 3 ou 4, allez, admettons, c'est vrai que le nombre de créatures, évidemment, il augmente beaucoup plus vite, il peut facilement y avoir 5-6 créatures très rapidement, et sur le champ de bataille, du coup, faire en sorte d'avoir un Wrathboard qui peut être lancé par exemple pour 1 mana, véridique, hein, je l'ai encore vu récemment, plusieurs fois, c'est assez impressionnant en fait d'avoir ce petit côté-là où vous pouvez avoir, pour 1 mana rouge, j'inflige à toutes les créatures 13 blessures. Ah, bon alors ça ne passe pas au-dessus de l'indestructible, certes, et du coup ce qui fait que l'acte blasphématoire, ça va pas forcément être une bonne carte au début de la partie quand vous êtes en train de construire votre plan de jeu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où le board commence à grandir, alors du coup là c'est vraiment dans les trois autres situations, hein, vous gagnez, vous êtes ex-aequo, vous êtes en train de perdre, en fait généralement la condition pour que vous soyez en train de perdre, la condition pour qu'il y ait un moment où, en fait, où il se passe rien, c'est généralement que le board est plein, c'est quand même très rare, ou alors le board a été vidé, il se passe plus rien, bon ça c'est autre chose, mais c'est vrai que là du coup vous avez un moyen de vider le board réellement, et du coup de passer un petit peu outre la situation dans laquelle vous êtes actuellement.
Le Bellfire Dragon, alors lui, je sais qu'il y en a qui rigolent parce que la version Ultimate Masters, il y avait le box stopper là, full art, du Bellfire Dragon et tout le monde s'est foutu de sa gueule parce que c'est l'une des mythiques qui était les moins chères dans l'extension. Voilà, la version box stopper, elle vaut que dalle. Bah du coup, achetez-la hein, si vous voulez, ça vous fera plaisir. En tout cas, moi je trouve déjà, c'est un dragon qui pète la classe, disons-le. Surtout qu'il coûte 7 mana dans 2 rouges, c'est une 6-6 avec le vol, et en fait, j'aime beaucoup sa capacité, qui dit que quand il inflige des blessures à un joueur, il inflige autant de blessures à chaque créature que ce joueur contrôle. C'est très fort, et surtout, en fait, il y a des synergies possibles vraiment très puissantes, tout simplement le fait de pouvoir augmenter sa force. La double initiative, ça fonctionne très bien aussi. Donc vraiment, je trouve que c'est le top du top, parce que ça peut raser, gérer certains plans, par exemple le plan jeton, plan Winnie White avec des petites bêtes, tout ce qui fonctionne généralement avec des bêtes assez petites ou moyennes au niveau de l'endurance, bah le dragon, le Bellfire Dragon, lui il est très bien pour les gérer, et en fait ça peut fonctionner très bien aussi avec une autre capacité que j'aime beaucoup, c'est la myriade. Parce que oui, il y a moyen de donner la myriade à certaines créatures via un équipement dont j'ai oublié le nom. La myriade en fait ça fait que quand vous attaquez un joueur, vous créez un jeton qui est une copie de la créature qui a la myriade, et qui attaque chaque autre joueur. Donc du coup, pour chaque autre joueur, vous allez créer un jeton qui l'attaque, voilà. Donc du coup, ce qui fait que vraiment, ça peut être un bon rasboard aussi. Et surtout, c'est du volant, c'est une bonne bête avec des bonnes stats pour pas trop cher, et avec une très bonne capacité, donc franchement, je pense que ça vaut le coup. Alors après, j'ai des cartes qui font vraiment gagner, qui sont un petit peu des cartes à combo, on va quand même le dire tout de suite. Il y en a 3 vraiment qui... Alors il y en a qui ont été même jouées en moderne, pour vous dire, elles ont même été bannies du moderne pour certains. On a tout d'abord Purphoros, dieu des forges, ensuite Kiki-Jiki, brise miroir, Mirror Breaker en anglais, et le jumeau par scission, Splinter Twin, pour ceux qui connaissent mieux le nom anglais. Là, bon, déjà, on a 2 cartes qui se ressemblent, on en parlera. Mais Purphoros, alors déjà, c'est assez rare, parce que dans cette série, je me suis rendu compte que je ne parle pas tellement de commandants qui ont réellement un gros impact. Et pourtant, dans cet épisode du Rouge, voilà, déjà, je commence avec... Là, j'ai commencé ma petite liste de créatures à combo, de cartes à combo, avec 2 créatures légendaires. C'est pour vous dire un petit peu le truc. Donc, Purphoros, j'aime beaucoup sa capacité parce que pour 4, dont un rouge, c'était une créature enchantement légendaire, Dieu, qui est indestructible, qui est d'une 6-5, et tant que votre dévotion rouge est inférieure à 5, Purphoros n'est pas une créature. Je rappelle, la dévotion, ce sont en fait le nombre de fois où le mana d'une certaine couleur va apparaître dans le coût de mana des cartes des permanents que vous avez. Du coup, ce qui fait que voilà, actuellement, Purphoros, quand il arrive sur le champ de bataille, vous avez 1 de dévotion rouge, parce que lui, il a 1 mana rouge dans son coup de mana, voilà. Et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, Purphoros inflige 2 blessures à chaque adversaire. Et pour 3, dont un rouge, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Alors, honnêtement, Purphoros, c'est peut-être l'un de mes commandants, je vais pas dire favori, je vais plutôt dire un de mes commandants un peu craint, voilà. Tout simplement avec le fait que c'est un commandant qui synergise beaucoup avec les jetons en rouge, et du coup avec les gobelins aussi. C'est un commandant qui aime beaucoup les effets d'arrivée en jeu, et du coup on joue beaucoup autour de ça, et surtout c'est un commandant qui généralement reste indestructible et n'est pas une créature, donc du coup vous devez pouvoir exiler un enchantement pour pouvoir le gérer. Parce que évidemment, comme tous les dieux de Terros, Purphoros il a ce gros avantage de ne pas être une créature tant qu'il n'y a pas la dévotion, et du coup d'avoir ses capacités qui s'activent malgré tout, voilà, qui se déclenchent ici, et du coup on en profite. Et en plus, jouer autour d'un jeu un petit peu jeton gobelin, et du coup ça fait qu'il n'y a pas de dévotion en plus, puisque ce sont des jetons, et oui. Et donc, on se retrouve avec très très vite même, plein de créatures qui arrivent sur le champ de bataille du côté Purphoros, et du coup qui vont infliger 2 blessures systématiquement à chaque adversaire. Et 2 blessures c'est beaucoup, et à chaque adversaire c'est encore mieux. Et du coup c'est vraiment une carte, pas forcément à combo, mais à grosse synergie et très difficile à gérer. Pour Kiki-Jiki et pour le jumeau par scission, bon, on va les mettre dans le même sac. Kiki-Jiki, lui, il fait des copies, il a la sérité en plus, voilà, c'est la totale. C'est un gobelin chaman qui coûte 5, dont 3 rouges, c'est une 2-2 célérité.
et en fait vous l'engagez pour créer un jeton qui est une copie d'une créature non légendaire que vous contrôlez. Et donc la copie, donc voilà le jeton, va avoir la célérité et vous le sacrifiez au début de la prochaine étape de fin. Alors du coup, ce qui est très intéressant, c'est justement quand il y a moyen par exemple que la créature en question, tout simplement, que vous allez copier, c'est une créature qui dégage un permanent ciblé quand elle arrive sur le champ de bataille. Et ça, ça existe, voilà, il y a des combos et des synergies qui existent autour. Pourquoi combo ? Parce que, écoutez, la créature arrive sur le champ de bataille, elle dégage Kikijiki, Kikijiki fait une copie à nouveau de cette créature qui va la dégager à nouveau, et en gros vous pouvez faire 1 million de copies avec cette combo là, et ensuite vous dites, étant donné que toutes les copies, tous les jetons ont la célérité, j'attaque avec. Et là c'est fini, tout simplement. Et le jumeau par scission fonctionne de la même façon, sauf que là c'est un enchantement aura qui enchante une créature, ça coûte 4 dont 2 rouges, et en fait la créature vous l'engagez pour faire une copie un jeton qui est une copie de cette créature, donc de la créature enchantée. Avec la célérité, sauf que vous l'exiliez à la fin de la prochaine étape de fin, au début de la prochaine étape de fin, pardon, et du coup en fait la synergie elle est exactement la même, c'est qu'il faut faire en sorte d'enchanter la créature qui quand elle arrive en jeu va dégager une créature ciblée. Et du coup on se retrouve vraiment avec une combo débile, voilà. On est vraiment sur de la combo débile avec ces deux-là. Et c'est pas pour rien que ça a été banni du moderne, Splinter Twin, voilà. Donc du coup, vraiment ces deux-là, même si je ne les vois pas beaucoup jouer en commandeur, c'est vrai que les quelques fois on les voit, ça commence à faire peur, voilà. Ça fait peur généralement quand ça sort. Parlons un petit peu d'autres cartes. Alors ça, j'aime bien, j'ai une petite thématique là au niveau de un peu de la prise de contrôle des créatures adverses, mais pas que. Alors, j'ai le bombardement des gobelins, l'insurrection et conscrit zélé. Alors, j'aime beaucoup le bombardement des gobelins. D'ailleurs, je ne l'ai pas. Je suis vraiment très déçu de ne pas l'avoir. Parce qu'en fait, c'est un peu une carte qui, justement, un peu à la manière de Porphoros. Voilà, si vous avez Porphoros, bombardement des gobelins dans le même deck, je pense que c'est une bonne chose. C'est un enchantement, en fait, qui va coûter 2, dont un rouge. Et vous pouvez sacrifier une créature sans payer rien d'autre qu'une créature à sacrifier pour que le bombardement gobelin inflige une blessure à une cible. Du coup, l'énorme intérêt ici, c'est de pouvoir faire en sorte tout simplement de créer des jetons, un maximum, les envoyer dans la figure de l'adversaire sans payer aucun coup de mana, sans avoir engagé la carte en question, rien. Et c'est un moteur de sacrifice gratuit, qui en plus derrière va vous faire en sorte de mettre des blessures aux adversaires. Et du coup, c'est simple, avec Porphoros, vous créez les jetons, donc du coup il va mettre des blessures à tout le monde, et ensuite vous pouvez les sacrifier avec bombardement des gobelins pour tout simplement infliger encore plus de blessures aux adversaires. Donc on aime beaucoup, et ça fonctionne très bien dans tout ce qui est deck sacrifice. Il y en a quelques-uns qui existent, notamment, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais il semble que Rakdos récemment c'est quand même pas mal orienté vers le sacrifice, notamment avec l'allégeance de Ravnica. Donc du coup, pourquoi pas jouer un bombardement des gobelins dedans ? C'est une bonne idée, voilà. L'insurrection, alors j'aime beaucoup ce rituel, parce que c'est déjà prévu pour le commandeur, ça a été conçu pour le commandeur, édité une seule fois, c'est une très bonne carte. Un rituel qui coûte 8, dont 3 rouges. Vous dégagez toutes les créatures, et vous en gagnez le contrôle jusqu'à la fin du tour. Elle gagne la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est extrêmement fort. Parce que là, il n'y a plus rien pour vous bloquer. Alors, généralement, c'est généralement, c'est une carte de fin de game. En fait, toutes les 3 situations où vous êtes en train de gagner, vous êtes en train de perdre, vous êtes à ex-aequo, c'est les situations qui vont être à votre avantage, parce que dans tous les cas, ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur le board. Le seul moment, en fait, où vous êtes en train de faire ex-aequo parce qu'en fait il n'y a plus rien sur le board, c'est le seul moment où ça peut vraiment vous emmerder. Mais à partir du moment où il y a des créatures sur le champ de bataille, c'est ce moment-là durant lequel Insurrection peut vraiment vous permettre de gagner la partie, ou au moins de faire vraiment n'importe quoi. Et encore une fois, Insurrection est très bien avec bombardement des gobelins, parce que vous récupérez les créatures jusqu'à la fin du tour, vous attaquez avec comme un gros bourrin, et puis pour éviter que les adversaires les reprennent, vous sacrifiez toutes les créatures qui ne sont pas à vous, comme ça du coup, vous mettez en plus dans la figure aux adversaires. Donc encore une fois, une très bonne carte, et qui finit des games, qui déstabilise complètement le board, un peu à la manière de la faille cyclonique, d'accord, mais de manière encore plus violente, je trouve. Les conscrits zélés, eux, alors là, c'est vraiment, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est une créature humain et guerrier qui coûte 5, dont un rouge, c'est une 3-3 célérité, et quand elle arrive sur le champ de bataille, acquérez le contrôle du permanent ciblé jusqu'à la fin du tour. Dégagez ce permanent, il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Alors là, je vous parlais justement de créatures qui dégageaient un permanent en arrivant sur le champ de bataille, pour Kikijiki et pour notre jumeau par scission, voilà. Et en fait, conscrit zélé fait partie de ces cartes.
Pourquoi ? Parce qu'il arrive sur le champ de bataille, il a déjà la célérité de base, c'est une 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous dites j'acquiers le contrôle de mon Kikijiki par exemple. Et je le dégage du coup. Il a qu'à la célérité, donc du coup vous pouvez encore à nouveau l'engager pour créer une copie du conscrit zélé. Et du coup c'est parti en boucle comme ça. Donc voilà, c'est une très bonne carte, et en plus, autre chose. C'est un permanent dont vous allez acquérir le contrôle. Donc du coup vous pouvez très bien acquérir le permanent, cibler un terrain, pour aller péter un autre terrain, un Planeswalker, pourquoi pas piquer un Planeswalker qui est sur le point de faire sa capacité négative, et où l'adversaire il est là, et ouais vous pouvez pas rien faire parce que du coup moi j'ai des bloqueurs, tout ça, vous pouvez pas m'attaquer parce que j'ai mis propagande, parce que j'ai mis prison fantomale, voilà, vous pouvez rien me faire, le Planeswalker, le prochain tour il fera son ulti. Ah oui, il va faire son ulti, mais pour moi, parce que moi je vais le prendre avec le conscrit zélé, y a pas de problème. Donc du coup, vous le jouez, vous prenez le permanent en question, et vous bénéficiez de tous les avantages que ce permanent allait apporter à son propriétaire. Et là, vraiment, c'est le top du top. Évidemment, si vous avez encore une fois un moyen de sacrifier le permanent en question, de ne pas le rendre, eh ben, faites-vous plaisir, parce que vraiment, ça, ce serait le top du top, pour vraiment en tirer un maximum d'avantages. Ensuite, on avait parlé un petit peu dans Neheb des effets de Will. Tout simplement les effets Wheel of Fortune qui font que chaque joueur défausse sa main et pioche ensuite cette carte. Alors évidemment je vais parler de Wheel of Fortune, voilà, c'est un rituel qui coûte 3 dont 1 rouge et qui fait l'effet dont je viens de parler. Donc tous les joueurs qui défaussent leur main et qui piochent ensuite cette carte, alors vous allez dire oui c'est pas mal, ça redonne du gaz à tout le monde, oui mais en fait surtout il y a autre chose qui est pas mal, c'est que c'est un petit peu chaotique encore une fois, on est dans le rouge, hein, il faut y penser, c'est-à-dire que faire en sorte que les adversaires basent leur plan de jeu avant tout sur ce qu'ils ont en main, voilà après tout, voilà c'est les cartes qui sont sûres de pouvoir jouer ou pas, ce sont les cartes, on sait qu'ils savent qu'ils ont des terrains, ils savent que voilà ils ont telle et telle carte à pouvoir jouer dès le tour suivant. Et du coup, on aime beaucoup ces cartes-là, on a envie de les garder, on établit notre plan de jeu par rapport à elles. Wheel of Fortune, il dit, eh ben non, voilà, tout simplement. La roue de la fortune va tout simplement faire en sorte de jeter le plan des adversaires à la poubelle. Alors vous allez me dire, oui, mais le nôtre aussi. Oui et non. Disons que, honnêtement, si vous la jouez, c'est parce que vous savez que votre jeu est basé un petit peu autour, le fait de récupérer les cartes, de nouvelles cartes dans la bibliothèque plutôt que de garder celles que vous avez en main, etc. etc. Et en gros, moi je l'aime beaucoup parce que en plus, c'est un sort de pioche extrêmement puissant finalement, et certes, un petit peu, comment dire, avec une contrepartie, les adversaires piochent aussi, peut-être que ça va aider certains adversaires qui étaient un petit peu en retrait, mais en soi je l'aime beaucoup parce que justement, étant donné que ça déséquilibre la main des joueurs, et bah du coup ça permet de rééquilibrer ou de déséquilibrer plutôt la situation dans la partie. Alors du coup vous pouvez récupérer du gaz pendant que vous êtes en début de partie en train de construire votre jeu. Vous pouvez tout simplement déséquilibrer complètement ce qui se passe dans les mains de chacun et faire en sorte que justement par exemple vous êtes dans une situation où vous êtes en train de perdre, dans une situation où vous êtes ex-aequo, et là vous allez dire du coup Wheel of Fortune, je vais tomber sur une solution qui va me permettre de régler cette situation. Donc du coup c'est vraiment un sort qui va permettre d'amener des solutions, d'amener des moyens de faire en sorte d'avancer la partie en fait, de la faire bouger. Du coup, je vous ai mis aussi l'autre carte qui ressemble à Wheel of Fortune et qui fonctionne plutôt bien, hein, c'est Reforger l'âme, tout simplement celle qui est en miracle, voilà, chaque joueur se défausse sa main puis pioche cette carte avec un coup de miracle pour 2, dont un rouge, parce que honnêtement, c'est quand même assez intéressant d'avoir ce genre d'effet en double. Alors il y en a d'autres évidemment, j'avais parlé de la roue du destin aussi, qui elle se faisait avec la suspension, mais du coup, comme c'est avec la suspension, les adversaires le voient venir, ils commencent à établir leur plan de jeu, ou plutôt à ne pas l'établir parfois, en fonction de cette carte-là, et du coup c'est peut-être un peu moins intéressant. Pour moi, Reforger l'âme, il a cette puissance-là, avec le fait d'avoir un coût alternatif moins cher encore que la roue de la fortune originale. Alors, j'ai parlé un petit peu de chaos, parce qu'on parle de rouge, bien sûr il y a du chaos partout. Le chaos c'est le bien, parce que du coup ça permet de mettre le bazar dans une game de Commander. Alors les cartes chaotiques généralement ne se mettent pas en place en début de partie, donc du coup toute la partie vous êtes en train de mettre en place votre plan de jeu, ça n'est pas cette partie là qui va nous intéresser, parce que évidemment ça ne fonctionne pas. Voilà, vous ne pouvez pas mettre le chaos en place dès le début de la partie, sinon personne ne joue, tout simplement. Mais on a ici deux cartes que j'aime énormément. Je ne les joue pas beaucoup, en ce moment je les joue dans aucun deck d'ailleurs, mais j'ai eu l'occasion de les jouer, je peux vous avouer que c'est quand même très débile. On a la distorsion du monde et l'orage de probabilité. Alors la distorsion du monde c'est un gros rituel, là, on est vraiment sur la fin de partie encore une fois, mais pas vraiment sur la fin de partie. En fait, c'est un rituel qui coûte 8, dont 3 rouges. Chaque joueur mélange tous les permanents qu'il possède à sa bibliothèque et révèle ensuite autant de cartes du dessus de sa bibliothèque.
Chaque joueur met sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts, de créatures et de terrains révélés de cette manière, fait ensuite de même pour toutes les cartes d'enchantement, et met ensuite toutes les cartes révélées de cette manière qui n'ont pas été mises sur le champ de bataille au-dessous de leur bibliothèque. Donc, alors bon, je vais faire un petit résumé. En gros, vous allez... c'est un petit peu comme faire une distorsion chaotique, mais sur absolument tous les permanents. Voilà, c'est vraiment... c'est dur, quoi. Donc du coup, distorsion chaotique sur absolument tous les permanents du jeu. Pour 8 mana, je trouve ça plutôt pas mal. Ça permet de reset un board et surtout en fait de faire en sorte d'éventuellement avoir un board qui est bien meilleur. Mais du coup, ça donne lieu des fois à des trucs assez débiles, c'est-à-dire par exemple, chacun des joueurs avait déjà 5-6 terrains par exemple, vous avez un petit caillou avec par exemple, voilà un petit anneau solaire qui traînait. Donc voilà, 5-6 terrains chacun, 2 ou 3 créatures, et d'un seul coup on se retrouve avec un board qui, pour chaque joueur, et ben en fait par exemple ils ont plus que 1 ou 2 terrains, mais ils ont pas mal de bêtes à côté, quelques artefacts et tout, et ça déstabilise complètement la game, de manière complètement chaotique. Alors du coup si vous voulez jouer un deck KO, je veux dire, là on est vraiment sur une valeur très sûre, et pour le coup qui fait vraiment le taf très bien. Le rage de probabilité, lui, alors là c'est encore pire parce que il y a des stratégies dans les decks qui jouent au tour. C'est assez dingue, c'est un enchantement qui coûte 5, dont 2 rouges, pardon, et à chaque fois qu'un joueur lance un sort depuis sa main, ce joueur va l'exiler, puis il exile les cartes dessus de ses bibliothèques, jusqu'à l'exiler une carte qui partage un type de carte avec lui. Donc voilà, si vous avez lancé un rituel, il faudra trouver un autre rituel. Si vous avez lancé une créature artefact, ça sera soit une créature, soit un artefact. Uniquement les sorts, donc pas les terrains, pas de problème de ce niveau-là. Ce joueur peut lancer cette carte sans payer son coup de mana. Il peut la lancer. S'il ne la lance pas, il met ensuite toutes les cartes exilées avec le rage de probabilité au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Du coup, tout ce qui a été révélé, y compris la carte qu'il peut lancer sans payer son coup de mana, sont mises en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et ça devient stupide en fait quand on commence à jouer cette carte parce que il n'y a plus aucune solution. Si vous voulez gérer cet enchantement en fait, vous devez juste faire du pif. Et là c'est un petit peu à la manière aussi de tout simplement des wheels qui empêchent le jeu d'avancer parce que du coup la main ne sert plus à rien. Enfin la main actuelle, là du coup c'est toutes les cartes que les joueurs vont piocher qui ne servent à rien. Parce que du coup elles servent juste à dire la prochaine carte qui a le même type que celle-là, je vais la jouer gratuitement. Mais du coup c'est peut-être pas forcément du tout adapté à la disposition de la partie actuellement. C'est-à-dire voilà, je vais essayer de lancer une Vras, non je peux pas, et du coup je tombe sur un petit rituel qui me fait gagner quelques points de vie et qui me fait piocher, etc. Et t'es là, ouais en effet c'est pas vraiment du tout ce que j'attendais. Hein. Donc du coup le rage de probabilité il mine complètement les plans de jeu. Mais, alors je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait des plans de jeu possibles autour de le rage de probabilité. Tout simplement déjà si vous aimez faire le deck chaos en disant oui du coup moi je vais faire en sorte juste, je mets des bonnes choses dans mon deck. Un petit peu de tout, voilà, des rituels, des éphémères, des enchantements, des planeswalkers. Avec l'orage de probabilité, je vais simplement faire en sorte que je vais lancer des petits sorts pour essayer de, voilà, je vais prendre le sort le moins cher de ma main, le lancer, et du coup derrière je récupère un sort qui est beaucoup plus gros et ça m'aura coûté moins de mana. Et du coup voilà, c'est la plus-value, tout simplement. Donc ça peut être ça, mais il y a aussi un deck, je pense que je vous en avais parlé, je vous l'avais évoqué une fois, c'est Mishra. Mishra, prodige artificier en fait, qui fait un truc assez débile. C'est qu'il va, quand vous lancez un sort d'artefact, il va chercher dans votre cimetière et dans votre bibliothèque un artefact qui qui a le même nom que celui-là, et du coup le mettre sur le champ de bataille gratuitement. Et le problème, c'est que, on est en commandeur, normalement vous n'êtes pas censé pouvoir faire en sorte de mettre un doublon en fait d'un artefact. Il me semble pas qu'il y ait d'artefacts qui disent que vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Mais, avec le rage de probabilité, en fait, vous allez lancer le sort. La capacité de Mishra, vous la mettez dans la pile en première. Ensuite, vous mettez au-dessus la capacité de l'orage de probabilité. Donc du coup, ce qui va faire que l'orage de probabilité va aller mettre votre carte en dessous de la bibliothèque et va vous faire jouer un autre artefact, logiquement, parce que c'est ça qu'on vise. Donc du coup, vous allez jouer l'artefact, et ensuite, gratuitement, enfin du coup pour moins cher probablement que ce que vous auriez payé, et derrière, ensuite, Mishra va aller dans votre bibliothèque, chercher pour l'artefact qui a le même nom que le sort que vous aviez lancé originellement. Et du coup, vous vous retrouvez avec 2 artefacts lancés pour le prix d'un. Donc celui que vous avez lancé à l'origine, et l'autre, en fait, que vous êtes allé chercher au pif avec le rage de probabilité. Et du coup, vous avez 2 artefacts pour le prix d'un, et en plus, vous récupérez l'artefact que vous avez lancé originellement. Donc du coup, ce qui fait que votre plan de jeu continue à exister avec vos artefacts.
c'est quand même assez fort. J'ai joué ce deck-là, et oui, alors ça marche, c'est un petit peu vraiment, c'est vraiment un petit peu bizarre, oui, bah, je sais pas trop ce qui va se passer, est-ce que je vais sortir l'orage de probabilité ou pas. Mais honnêtement, c'est vraiment très chaotique et les adversaires, ça les fait vraiment chier. Alors si vous aimez les artefacts, j'ai justement 3 cartes pour vous. De très bonnes cartes rouges pour les artefacts. On a l'Escouflant Fer Tyran, Daretti Savant Ferrailleur et la Maîtrise de la Ferraille. Alors là, on est vraiment sur des cartes qui sont au top. Parce que l'Escouflant Fer Tyran, je vous en avais parlé quand j'avais parlé de Saeli. D'ailleurs, je l'ai enlevé du deck parce que c'était un petit peu dangereux. Hein. Il y a un certain risque aussi à le jouer dans un deck artefact. Mais il y a aussi un gros avantage à le jouer sans jouer beaucoup d'artefacts. Donc, Escouflant Fer Tyran, créature dragon, vol piétinement pour 6 dont 2 rouges, une 6-5, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous acquérez le contrôle de tous les artefacts que ce joueur contrôle. Et au début de votre 31, si vous contrôlez au moins 20 artefacts, vous gagnez la partie. Et pour moi, alors bon, certes, il y a le côté, oui, vous pouvez gagner et tout, trop bien, mais en fait, honnêtement, rien que le fait de prendre le contrôle des artefacts des adversaires, en plus c'est une vol piétinement, les blessures passent facilement, il y a peu de choses qui vont pouvoir le tuer et l'empêcher d'infliger des blessures, donc du coup, déjà une très bonne chose, et derrière en fait, le fait est que ça renverse vraiment la partie parce que vous récupérez des artefacts à droite et à gauche, et que ben, il y a pas mal d'artefacts qui sont vraiment intéressants dans le jeu, et ça va déstabiliser le board un maximum, donc du coup, on apprécie beaucoup cet Escouflant Fer Tyran, mais comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de le jouer dans un deck artefact. À partir du moment où vous savez que vos adversaires jouent quand même un petit minimum d'artefacts avec des cailloux et tout ça, rien que le fait de les récupérer, ces cailloux, de pouvoir accumuler encore plus de mana juste en ayant fait des blessures à un adversaire, eh ben, je pense que c'est une plus-value très importante. Alors Daretti, je vais vous avouer une chose, c'est un commandant que je n'aime pas. Mais je l'aime pas parce que justement il est très fort, on va être honnête. En gros, c'est un commandant que j'ai vu jouer plusieurs fois. Je l'ai vu jouer quand j'ai commencé le Commander, quand le Commander 2014 était sorti. Et j'ai vu des versions optimisées plusieurs fois. Là il y en a encore un dans ma boutique actuellement qui l'a. C'est son seul Commander en plus. Et on va être honnête, hein, ça fait chier. Parce que voilà, il l'a optimisé un maximum. Et en fait du coup, ça devient un deck compétitif. Donc du coup, on peut vraiment avoir cette portée un petit peu autour de Daretti. C'est-à-dire que d'un côté, il peut y avoir des decks assez bien, donc voilà, avec de la value, tout ça. Et de l'autre côté, on va avoir des decks très compétitifs. Mais je vous ai pas encore dit ce que faisait Daretti. Daretti, c'est un Planeswalker qui coûte 4 dont 1 rouge. Il arrive avec 3 de loyauté. Il peut être votre commandant, hein, comme ça c'est mis, voilà, c'est posé. Le plus 2 va vous faire défausser jusqu'à 2 cartes. Puis piocher autant de cartes. Donc du coup tout très bien, on a du recyclage de cartes de la main, ça peut être très très utile dans ce deck. Surtout que le -2 vous sacrifiez un artefact, si vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille une carte artefact ciblée depuis votre cimetière. Très intéressant, pourquoi? Parce que le +2 va mettre un artefact dans votre cimetière, probablement, puisque vous allez vous défausser jusqu'à 2 cartes, et le -2 va vous permettre de récupérer cet artefact qui sera probablement beaucoup plus cher que celui que vous aurez sacrifié. Et du coup, c'est là où on voit un petit peu l'ingéniosité de Daretti et tout le fonctionnement du deck. Et en plus, il y a le -10. Alors là, si vous arrivez au -10, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'un artefact est mis dans votre cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez cette carte sur le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin. Honnêtement, je pense que là on est vraiment au top du top. L'emblème, en plus, vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois, puisqu'il n'y a pas réellement d'intérêt à l'avoir une deuxième fois. Donc du coup, à partir du moment où vous l'avez eu une fois, la partie est quasiment finie. Parce que voilà, ça va être, je peux faire le -2, sacrifier un artefact et en récupérer un autre, mais comme je sacrifie un artefact, du coup il va revenir à la prochaine étape de fin. Ah, voilà. Et en gros, le but du deck autour de Daretti, c'est vraiment de se baser sur le sacrifice d'artefacts, donc le fait que des artefacts vont aller au cimetière, qu'on va jouer des gros artefacts qui ont un gros impact qui tâchent, et du coup ça fonctionne très très bien pour l'avoir vu plusieurs fois, plusieurs versions, c'est un commandant qui fonctionne très bien. Et du coup, en plus, pour reprendre un petit peu notre théorie du 4 quarts, tout simplement, Daretti ne coûte que 4 mana. Bon, on commence à dire que ça coûte un petit peu cher, on est un petit peu dans la ligne médiane là, on est vraiment au milieu, disons qu'un mana de plus ça commence à être assez cher, un mana de moins c'est vraiment pas cher du tout, donc du coup Daretti il est un petit peu dans cette médiane là, mais l'avantage c'est que du coup il vous accélère un petit peu le plan de jeu en vous faisant défausser piocher, et ça c'est une très bonne chose, et sur le long terme en fait, à partir du moment où vous allez arriver dans un moment de la partie où justement on se regarde un peu dans le blanc des yeux, et ben le fait de pouvoir ranimer des artefacts du cimetière, c'est quand même un élément très important parce que du coup vous allez pouvoir ramener évidemment les meilleurs, le top du top, que vous êtes allé mettre au cimetière depuis le début. Alors là du coup je peux conseiller qu'une chose à ceux qui jouent contre un Daretti,
de l'anti-cimetière. Tout simplement exiler tout le cimetière adverse. Il y a pas mal de cartes qui le font, ça peut être une bonne option. Voilà. Ensuite, la dernière carte, c'est la maîtrise de la ferraille, qui est issue du deck d'Areti, voilà, et qui est complètement relié à d'Areti. C'est un rituel qui coûte 5, dont 2 rouges. Et en fait, chaque joueur va exiler toutes les cartes d'artefacts depuis son cimetière, puis sacrifie tous les artefacts qu'il contrôle, et met ensuite sur le champ de bataille toutes les cartes qu'il a exilées de cette manière. Je vous en avais parlé dans le deck Texaeli, ça remonte un petit peu, voilà, mais allez y jeter un coup d'œil, écoutez, je pense que ça peut vous intéresser si vous jouez artefacts. Mais honnêtement, cette carte-là, en plus, elle m'a sauvé plusieurs fois en Grand Prix. Et honnêtement, voilà, le fait est qu'à un moment ou un autre, il y a forcément quelqu'un qui va gérer le board. En plus, si vous jouez beaucoup d'artefacts, pas forcément avec d'Areti, mais que vous en jouez beaucoup, vous allez avoir derrière des gens qui vont réussir à gérer tous les artefacts, uniquement les vôtres, ceux de leurs adversaires uniquement, bien sûr. Et du coup, à ce moment-là, vous avez perdu énormément de gaz. Donc, ce qu'on va faire, c'est que remettre tous les artefacts des cimetières sur le champ de bataille, ça semble quand même être une bonne idée. Et qui plus est, il y a un avantage, un deuxième avantage qui est quand même assez énorme, c'est le fait que tous les joueurs vont sacrifier les artefacts qu'ils contrôlent actuellement. Donc si jamais vous êtes à la traîne, que voilà, on vous a défoncé tout votre board d'artefacts, mais que les autres, eux, ils ont encore des artefacts. Et certains qui sont même pétés. C'est pas juste. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'eux, ils auraient le droit d'avoir des artefacts pétés, et vous, on vous enlève sur votre board ? C'est votre plan de jeu. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On fait en sorte que ces adversaires-là, ils vont sacrifier leurs artefacts. Alors certes, ils vont en récupérer d'autres, peut-être 1 ou 2 cailloux qui traînent, pourquoi pas ? Mais vous allez récupérer votre plan de jeu, l'essentiel de votre plan de jeu, en une fois, pour 5 mana. Et je trouve ça vraiment très efficace. Honnêtement, là, au niveau du moment où on est en fait assez avancé dans la partie, que vous êtes en train de perdre, de gagner ou ex aequo, cette carte-là, ça renverse la game. C'est un petit peu comme Living Death, Living Death. Ah oui, enfin bon. Living Death en noir, c'est un petit peu pareil, mais là on a encore plus gros impact avec le fait que c'est des artefacts. Continuons avec des sorts un petit peu à part. J'ai pas trop su les mettre dans une catégorie, mais on va commencer déjà avec un sort qui lui n'aime pas les artefacts. Et honnêtement, je l'adore ce sort. Je l'adore parce que c'est une carte qui est trop peu jouée en fait, et vraiment qui a un impact généralement assez fou quand elle est jouée. C'est la Salve Vandale, un rituel qui coûte 1 rouge, tout simplement, qui détruit un artefact ciblé que vous ne contrôlez pas. Alors là vous connaissez, hein. Que vous ne contrôlez pas, il se passe quelque chose. Oui, pour 5, dont 1 rouge, vous avez le coup de surcharge qui va faire en sorte que vous lancez le sort pour son coup de surcharge, et du coup ce sont tous les artefacts que vous ne contrôlez pas qui sont détruits à la place. Et ça c'est vraiment très fort parce que du coup ça permet vraiment de déstabiliser la game, et surtout encore une fois, le fait d'avoir un coup original pas cher, pour 1 rouge détruire un artefact, c'est génial. Et du coup, ça fait qu'en début de partie, s'il y a quelque chose déjà de très chiant qui arrive, oh mon dieu, je me retrouve avec un creuset des mondes en face. Oh, catastrophe. Il joue un deck Gitrog, il joue un deck Vent des Vertus, je vais pouvoir le détruire. Mince, il joue une machine paradoxale. Voilà, je peux la détruire tout de suite, y a pas de problème. Et du coup, pour 1 rouge, c'est vraiment génial. Mais le fait est qu'il y a des fois, les plans artefacts, certes, ils existent, hein, voilà, en Commander, c'est quand même assez populaire, il faut l'avouer. Et du coup, le fait d'avoir cette option-là qui dit, allez hop, maintenant on va détruire tous les artefacts que je ne contrôle pas, parce que voilà, moi je vais juste garder mes quelques cailloux, parce qu'ils me servent très bien, et du coup, c'est vraiment le top du top. Et ça permet vraiment de déséquilibrer la partie, dès le début, pour un seul artefact, et de manière plus avancée quand il y a le board qui est un petit peu en train de bouillonner d'artefacts un peu partout. Ensuite, l'autre sort dont je vais vous parler, c'est la maîtrise de Mizzix. Un rituel en fait qui, pour 4, dont 1 rouge, vous exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière. Pour chaque carte exilée de cette manière, copiez-la, et vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. Et vous exilez la maîtrise de Mizzix. Alors là, vous allez me dire, oui c'est bizarre, pourquoi pour chaque carte exilée de cette manière ? Et encore une fois, surcharge, oui, parce que la surcharge, c'est le bien. En fait, une surcharge pour 8, dont 3 rouges, qui va du coup vous permettre d'exilier toutes les cartes d'éphémères et de rituels ciblés depuis votre cimetière. Et pour chaque carte exilée de cette manière, vous allez pouvoir la copier et lancer la copie sans payer son coût de mana. Et là, c'est très fort, parce que du coup, la maîtrise de Mizzix, son coup simple, peut être sympa sur un sort qui est vraiment important, intéressant. Et de l'autre côté, le fait est qu'avoir le coup de surcharge qui pour 8 va relancer tout votre cimetière, ça peut réellement avoir un impact gigantesque sur la partie. En gros, tout simplement parce que
bah généralement votre cimetière il va regorger de choses pour vous faire piocher, pour infliger des blessures, pour raser une partie du board éventuellement, et du coup, peu importe la combinaison colorée dans laquelle vous êtes, même si je préfère quand même le bleu-rouge, puisque Mythic c'est bleu-rouge à la base, eh bien honnêtement ça a un gros impact, et franchement ça déstabilise le board un maximum, mais c'est un petit peu dépendant de ce que vous avez au cimetière bien sûr. Alors une carte qui elle n'est pas vraiment KO, qui elle n'est pas vraiment boum, t'as vu je te fais plein de trucs dans la figure, elle c'est plutôt on va se poser et on va arrêter de, voilà, de faire des conneries. Tout simplement c'est Stranglehold, alors que j'ai plus la traduction en tête, attention, Strangulation bah évidemment. Strangulation, un enchantement qui coûte 4 dont 1 rouge. Vos adversaires ne peuvent pas chercher dans leur bibliothèque, et si un adversaire devait commencer un tour supplémentaire, ce joueur passe ce tour à la place. Donc, voilà. En gros, tous les avantages que vos adversaires peuvent avoir, aller chercher un bibliothèque, ce qui est quand même quelque chose qu'on fait très souvent en commandeur, avouons-le. Le fait de faire des tours supplémentaires, ce qui peut être un plan de jeu pour pas mal de decks, hein, bah là c'est fini, voilà. Littéralement, vous empêchez vos adversaires de prendre trop d'avantages, sauf que vous avez le droit de les avoir encore. Donc du coup, allez hop, je cherche dans ma bibliothèque une carte, allez hop, je vais prendre 1 ou 2 tours supplémentaires, pas de problème. Et ben voilà, vous pouvez, les adversaires ne peuvent plus. Et c'est vraiment un enchantement que je trouve très peu cher, finalement, il coûte que 4 mana, c'est pas grand chose. Et le fait est que rien que son premier effet qui empêche de chercher bibliothèque pour les adversaires, c'est juste le top. Vous allez complètement freiner la partie. Et justement, bah, comme on a des decks qui cherchent quand même pas mal dans les bibliothèques, qui ont des combos, des synergies, qui permettent d'aller chercher les cartes qu'ils veulent, et du coup qui vont aboutir justement sur des combos derrière et finir la partie, et ben je pense qu'avoir ce genre de carte, c'est vraiment le top du top. La dernière carte, alors là c'est un petit peu à part, c'est une carte tribale on va dire, oui plutôt hein, et en fait je l'ai mise dans cette liste parce que chaque fois que je l'ai vue, et je l'ai vue assez souvent récemment durant ces derniers mois, chaque fois que je l'ai vue sortir, qu'elle est sortie assez tôt dans la partie ou même plus tard, elle a un impact juste fou, mais juste assez impressionnant. Donc c'est la tempête draconique, un enchantement qui coûte 2 dont 1 rouge, et en fait à chaque fois qu'une créature avec le vol arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Du coup bon, vous savez qu'on est en rouge, donc du coup, dragon, un truc du genre, voilà, hein, ça vous doutez bien. Et l'autre côté, en fait, chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il inflige X blessures à une cible, créature ou joueur, il s'étend le nombre de dragons que vous contrôlez. Et ça, je le trouve vraiment fou, parce qu'en fait, il y a tout. Si vous jouez uniquement des créatures avec le vol, déjà c'est une très bonne chose, parce que la célérité on aime beaucoup. C'est une chose, voilà, je vous en ai déjà parlé X fois, la célérité c'est une chose qui est très bien, parce que du coup il y a des capacités qui se déclenchent au moment où on attaque, ou au moment où on inflige des blessures de combat, et du coup bah, les créatures, elles veulent pas attendre un tour de table pour pouvoir déclencher ces capacités-là. Donc du coup, la tempête draconique elle permet de passer outre. Mais en plus, si on dit les dragons ont la célérité, alors là c'est le gros bazar. Et le fait est que, généralement, il y a des commandants avec lesquels ça fonctionne très bien. Là, j'ai un petit deck Latlis que j'avais fait pour ma chérie, qui fonctionne très bien quand la tempête draconique sort, dès le tour 2, dès le tour 3. Et en fait, c'est une carte qui n'est jamais perdue. Si elle est là en début de partie, elle va faire son petit impact, elle va faire des blessures un peu à droite à gauche, gérer dès le début les petites bêtes quand les dragons vont arriver. Ça va être, ah mais tiens, bon, ton elfe là qui fait du mana, non mais je veux pas le voir, c'est bon, t'as pas besoin d'accélérer ton mana. Bam, non, du coup il inflige une blessure. Et on continue comme ça. Et en fin de partie, en fait, à partir du moment où vous avez moyen d'avoir du gaz encore en plus, que vous avez encore des dragons à lancer, et bah du coup elle a un réel intérêt. Et encore une fois, la célérité donnée à vos créatures, surtout en fin de partie, ça a un gros impact, voilà. Donc franchement, la tempête draconique, je m'attendais pas à la mettre dans cette liste, mais plus j'y ai réfléchi, et plus je me suis dit qu'elle méritait sa place ici. Et voilà, on est arrivé au bout de la liste du top du rouge. J'espère que vous n'avez pas été déçus qu'il y ait certaines cartes qui n'y soient pas. J'aimerais bien en discuter avec vous parce que bon, j'ai recherché pas mal, c'est vrai que je me suis pas mal creusé la tête autour de ça, et malheureusement j'ai pas réussi à trouver ce qui avait réellement un énorme impact sur la partie. Alors bon, il y en a certainement certains qui vont me dire oui, alors tempête draconique, oui mais tu peux donner la célérité avec Urabrask qui est pas mal, t'as aussi tout simplement la ferveur qui donne la célérité à tous. Oui, mais en fait pour moi ce qui m'intéressait c'était aussi le coup de mana, l'impact avec le tribal dragon. Et en fait, il y a pas mal de choses dans cette liste qui sont très typiques de certains decks. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir quelque chose qui est jouable de manière générale. À part peut-être, voilà, distorsion chaotique, l'acte blasphématoire. Ça, je pense que c'est vraiment des cartes qui peuvent passer un petit peu partout. Mais c'est vrai que toutes les cartes que j'ai détaillées ici, en dehors de ces deux-là, et du coup, ce sont des cartes qui ont plus, voilà, une place dans certains types de decks.
Allez, si, on met la salve vandale aussi, parce que c'est bien de détruire les artefacts adverses et pas les vôtres. Donc vraiment, on est dans cette logique-là où en fait, bah, le rouge, il s'adapte à pas mal de plans, et pour moi, en fait, c'est une couleur qui est plutôt assez soutien par rapport à d'autres couleurs qui fonctionnent très bien, parce que le bleu est une très bonne couleur, bien sûr, le noir est considéré comme la meilleure couleur du commandeur maintenant, et le vert est une excellente couleur aussi, et du coup, c'est vrai que bah, le blanc, voilà, on a dit qu'il y a quand même pas mal de cartes qui étaient plutôt pas mal, et le rouge, je le trouve plutôt vraiment très soutien à tout ça, à d'autres plans de jeu, et c'est une bonne chose, hein, il faut des couleurs un peu plus soutien, et c'est vrai qu'au niveau du plan de jeu logique du rouge, eh ben c'est vrai qu'on est sur des choses qui sont un petit peu moins évidentes pour le commandeur multijoueur, notamment tout ce qui est blessure directe faite aux adversaires, ça fonctionne pas très bien, à moins que vous puissiez le faire à tous, et donc du coup bah là je vous conseille, là je vais vous demander d'aller vérifier le deck Will et Rowan Kenrith, hein, puisque tout simplement dedans il y a la plupart des cartes qui font des effets, des blessures X à tous les joueurs, et c'est vrai que ce sont des bonnes cartes. Est-ce que ce sont des cartes exceptionnelles? Pas forcément, voilà, c'est vraiment là même l'acte blasphématoire dans la liste, je trouve qu'il est bien, il est même très bien parce qu'il peut coûter pas cher du tout, mais en même temps de l'autre côté, bah, est-ce que c'est une excellente carte? Non, c'est juste une carte un petit peu de race, et bon, vous savez que voilà, j'essaie de tirer un petit peu le meilleur de toutes ces cartes, et là c'est un petit peu limité. Et du coup, je me pose des questions sur ce rouge. Est-ce que les decks rouges ont réellement un gros désavantage par rapport... est-ce que le rouge en lui-même a un gros désavantage par rapport aux autres couleurs? Est-ce que vous l'avez ressenti tel quel? N'hésitez pas à en parler. Là du coup, j'ouvre un débat, c'est même plus le top. J'ouvre un débat autour de ça, parce que moi j'ai l'impression que le rouge, tout seul, alors après les cartes bicolores avec du rouge, il y en a des excellentes cartes, vraiment très très bonnes, mais évidemment là on se concentre sur les cartes monocolores uniquement, et c'est vrai que bah là je me trouve un petit peu à me dire mince, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé plus de cartes que ça. Alors est-ce que j'en ai loupé certaines? Bah écoutez, allez-y en commentaire, faites-vous plaisir. Je me suis foiré, j'ai oublié des cartes, pourquoi pas. Mais en tout cas, ces cartes-là je les apprécie énormément et elles ont réellement un impact. Je pense que vous pouvez trouver des plans de jeu dans lesquels elles s'adapteront très bien et qu'elles sont tout à fait à leur place. Voilà. Comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, la tour de commandement @tour de commandement, sur Twitter @tourdecom avec 2 M, et aussi notre adresse mail, si jamais vous voulez m'adresser des mails pour discuter un petit peu autour d'un de vos decks, pour que je fasse un deck mentor dessus, ou juste que je vous donne quelques conseils, hein, ça je le fais aussi, ou parler d'un sujet ou d'un projet en particulier, n'hésitez pas. Donc du coup là ça sera l'adresse mail tourdecommandement@gmail.com. Et moi, Thibaut, que vous connaissez mieux sous le pseudo d'Erunim, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Facebook aussi, Facebook @Erunim, tout court, et sur Twitter @ErunimFR. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et salut à tous!